Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures du calcanéum. Le topo a été réalisé par le Dr Baudel sous la direction du Dr Julien Lucas. Les fractures du calcanéum représentent 1 à 2% de l'ensemble des fractures. Leur incidence est de 16,5 pour 100 000 personnes par an en population générale et de 21,6 chez les 20 à 29 ans. Elle représente 60% des fractures du tarse. Les fractures du calcanéum concernent classiquement l'homme jeune, secondaire à une chute de grande hauteur. Il s'agit de fractures articulaires dans 75% des cas, concernant la facette articulaire postérieure du calcanéum, appelée thalamus. Ces fractures sont ouvertes dans 1 à 10% des cas. Nous allons tout d'abord effectuer quelques rappels anatomiques sur le calcanéum. Sur la partie antérieure, on retrouve la surface articulaire pour l'os cuboïde. On retrouve ensuite la surface articulaire talaire antérieure. Puis la surface articulaire talaire moyenne, un peu plus postérieure. Et enfin, la surface articulaire talaire postérieure, aussi appelée thalamus, est représentée ici en rouge. Sur la face médiale du calcanéum, on retrouve le sustentaculum thali, lieu d'insertion du ligament deltoïde. Deux angles sont à retenir, l'angle de Bohler, formé par l'intersection d'une ligne tracée de la face supérieure de la tubérosité calcanéenne postérieure à la partie supérieure du thalamus, et une ligne partant de ce même point allant à la face supérieure du processus calcanéen antérieur. Sa valeur normale est entre 20 et 40 degrés. Un angle de Bohler inférieur à 20 degrés signera l'enfoncement de la facette postérieure et la perte de hauteur du calcanéum. L'autre angle est l'angle de Ghisane, également appelé critical angle. Sa normale varie entre 130 et 145 degrés. Lorsqu'il est supérieur à 145 degrés, il signe une fracture de la surface articulaire postérieure sous-talienne. On peut différencier deux mécanismes qui vont mener aux deux fractures principales selon la position du pied au moment de l'impact. L'inversion fait passer les contraintes en latéral du calcanéum et induit donc un trait de fracture latéral, avec un pavé osseux majoritaire médial correspondant aux fractures dites horizontales. L'éversion fait passer les contraintes en médial du calcanéum et induit un trait de fracture médial, avec un pavé osseux majoritaire latéral correspondant aux fractures dites verticales avec plus ou moins une prolongation en tongue type. Concernant les principaux contributeurs aux classifications des fractures du calcanéum, on peut commencer par Palmer en 1948 qui a décrit un trait de fracture sagittale antéro-postérieur passant par la surface thalamique. Ce trait est appelé trait fondamental et est la base des classifications parues ensuite. En 1952, Essex-Lopresti décrit deux formes principales de fracture. Les tongue type fractures, reconnaissables par un refend propagé dans la tuberosité calcanéenne postérieure, comme sur le schéma en haut à gauche. Et les joint depression type fractures, qui sont limitées à la surface thalamique, comme représenté sur le schéma en bas à droite. Une des plus importantes classifications est décrite par Sanders en 1993. Celle-ci est basée sur l'orientation des traits de fracture sur un scanner. Le type 1 regroupe les fractures non déplacées ou avec un déplacement inférieur à 2 mm. Le type 2 regroupe les fractures à deux parts, avec un trait de fracture principal. La position du trait fondamental décrit trois sous-types, A latéral, B central et C médial. Le type 3 regroupe les fractures à trois parts, avec deux traits de fracture principaux, dont la position décrit les trois sous-types AB, AC et BC. Les types 4, les plus sévères, regroupent les fractures comminutives. Utesa a décrit en 1993 une classification ayant surtout un intérêt pour comprendre la physiopathologie des fractures. Cette classification est basée sur une corrélation entre la position du trait fondamental de Palmer et l'aspect radiographique de profil. Le premier type de fracture que nous allons voir est verticale,
Le trait fondamental est en position médiale, comme représenté en vert, formant un volumineux pavé osseux latéral, représenté en bleu sur le schéma. Ce pavé osseux latéral va basculer en arrière de l'angle de glissade et se verticaliser. C'est ce que l'on peut voir sur la radiographie de profil. Les fractures horizontales sont formées par un trait fondamental en position latérale, représenté sur le schéma par le trait vert. Ceux-ci forment un volumineux fragment médial, représenté en bleu sur le schéma, qui s'affaisse et s'horizontalise. On parlera donc de fracture horizontale. C'est ce que l'on peut voir sur cette radiographie de profil. Le type mixte est une association des deux types précédents avec un trait fondamental en position centrale. On retrouve la formation de deux pavés osseux de taille équivalente, un médial représenté en bleu et un latéral représenté en rouge. Le pavé latéral se verticalise et le pavé médial s'affaisse et s'horizontalise. Cette double composante crée une fracture appelée mixte. Cela forme un double contour avec un double angle de Boller. Là-haut a créé sa classification en reprenant les types habituels avec le type A extra-articulaire, le type B les articulaires partiels, soit les tongue type dans notre cas, et les types C, les articulaires complètes, ou les Complete Articular Depression Fracture. Pour la thérapeutique, nous allons nous recentrer sur trois objectifs. En premier lieu, la restitution de la surface articulaire sous-talienne, afin de retarder l'évolution vers l'arthrose à long terme. Puis, la restitution de hauteur du calcanéum, reflétée par l'angle de Boller. Et enfin, la restitution du valgus physiologique de l'arrière-pied, qui, nous le rappelons, est aux alentours de 5 degrés. Ces deux dernières composantes ayant une influence directe sur le chaussage et la reprise d'activité. Nous allons nous baser principalement sur la classification de Sanders pour orienter notre stratégie thérapeutique. Concernant les fractures Sanders 1, de nombreuses études ont montré que le traitement orthopédique était équivalent au traitement chirurgical, sur le plan fonctionnel, notamment avec des scores à phase similaires, et sur le plan radiologique, tout en évitant les complications qui peuvent découler du traitement chirurgical. Néanmoins, le traitement chirurgical est parfois discuté, notamment afin de permettre un appui plus précoce. Pour les fractures Sanders 2 et 3, il y a un bénéfice du traitement chirurgical par ostéosynthèse avec une amélioration des scores fonctionnels tels que la face et de l'angle de Boller, comparativement au traitement orthopédique. Il persiste en revanche le choix de la méthode d'ostéosynthèse, l'ostéosynthèse percutanée, par vissage multiple comme représenté sur l'image de gauche, qui est notamment à privilégier pour des fractures extra-articulaires qui ne sont pas abordées ici. L'ostéosynthèse classique, par plaque vissée, avec un abord large, latéral, comme représenté sur l'image de droite, exposant à des lourdes complications comme la nécrose cutanée, l'infection ou des lésions neurologiques comme celle du nerf sural. Et des nouveaux moyens d'ostéosynthèse tels que le clou calcanéen, qui sont encore à l'étude mais avec des résultats prometteurs, même si non dénués de complications. Une variante d'ostéosynthèse a été décrite avec seulement un mini-abord du sinus du tarse pour permettre un contrôle de la réduction articulaire de la surface sous-talienne postérieure. Celle-ci a montré de meilleurs résultats fonctionnels que la méthode percutanée pour les Sanders 3 et des résultats équivalents à une ostéosynthèse par abord latéral classique pour les Sanders 2 et 3. Concernant l'arthrodèse, pour les fractures Sanders 2 et 3, il a été montré que celle-ci donne de moins bons résultats fonctionnels que l'ostéosynthèse à 8 mois. Concernant les Sanders 4, les fractures comminutives, les ostéosynthèses donnent de mauvais résultats dans 90% des cas. En cas d'ostéosynthèse, le risque d'arthrodèse secondaire est de 13,6%. Celle-ci est 5,5 fois plus important que les Sanders 2. Au total, l'ostéosynthèse ou l'arthrodèse d'emblée pour les Sanders 4 donne des résultats fonctionnels équivalents.
On retiendra donc schématiquement Sanders 1, traitement orthopédique, Sanders 2 et 3, ostéosynthèse, plutôt par voie mini-invasive, Sanders 4, ostéosynthèse, voire arthrodèse d'emblée. En conclusion, on retiendra qu'il s'agit d'une fracture grave, que 2 classifications principales sont à retenir, UTESA pour comprendre les fractures et leur aspect radiologique, et Sanders pour orienter la prise en charge thérapeutique. Et pour finir, 3 traitements principaux, orthopédique, l'ostéosynthèse et l'arthrodèse. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je leur recommande la lecture de 6 articles. Le papier fondamental de Sanders et son équipe à propos de la classification de Sanders, les articles de Gian et Gougoulias à propos de la supériorité du traitement chirurgical versus non chirurgical, montrant un meilleur chaussage et un taux de reprise du travail plus important chez les patients opérés, le travail de Patel à propos des fractures Sanders 2 et 3 qui montre une supériorité de l'ostéosynthèse versus traitement conservateur, ainsi que l'article d'Almeida et son équipe qui montre une équivalence de l'ostéosynthèse versus traitement par arthrodèse. Et enfin, le travail de Belissaza qui montre des résultats satisfaisants mais préliminaires du calcaneil. Et vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département à travers cette chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux. Merci et à bientôt.